On va commencer à l'ancienne, pendant que monsieur a la gentillesse de... Alors l'ordinateur réactualise les données. On en est à 5%. Donc on vient de convenir. On vient de convenir que si je peux avoir un peu de silence, sans quoi je prends le micro, je fais le Johnny au Palais des Sports. On va faire comme avant et puis on reprendra quand ça marchera bien avec les images. Les 3 leçons que je vais vous faire se placent dans le droit fil de la logique du cours de Laurent Sénèque, à savoir des cheminements et des itinéraires. Et se placent aussi dans la logique de ce cours de géographie des Pyrénées et des autres grandes montagnes, dans la partie autres grandes montagnes, puisqu'il s'agit des 3 dernières leçons. Alors aujourd'hui, nous allons traiter du chemin de Compostelle par la haute montagne. Et je vous ai mis à disposition 2 choses. D'abord, une feuille d'émargement qui doit circuler. Et je demande à celui ou celle qui l'a de ne pas la garder sous le coude, captivé qu'il sera par l'intensité et le débit du cours qu'il va entendre. Donc faites circuler. Deuxièmement, je vous ai préparé un petit dossier didactique d'accompagnement tiré à 52 exemplaires. Donc ceux qui en ont qui ont un voisin qui n'en a pas, vous partagez. Michel, on fera ce qu'il faut pour que vous en ayez un. Oui, on va y arriver. Dans ce document d'accompagnement, vous avez une bibliographie, filmographie, comme d'habitude, un texte pour commencer, et ensuite toute une série de cartes sur lesquelles nous reviendrons à mesure du cours. Le chemin de Saint-Jacques par la haute montagne. Le chemin de Saint-Jacques est un itinéraire à pied. Il y en a qui le font en vélo, il y en a qui le font en trottinette électrique, il y en a qui le font en voiture, en autobus, en train, mais le chemin de Saint-Jacques, initié au Moyen-Âge, quand il se faisait à pied, continue de se faire à pied. On fait souvent l'aller, et au retour, on se débrouille pour rentrer à la maison. Mais il faudrait faire le retour aussi. On ne va pas être puriste. Donc, la marche à pied, c'est quelque chose de très particulier. Et pour commencer, un texte d'appel que j'ai tiré du livre de Frédéric Gros, qui s'appelle « Marcher, une philosophie ». C'est un livre que vous connaissez peut-être. C'est un philosophe qui l'écrit. Ça veut dire que quand il fait un pas, il écrit 20 pages. Bien. Et là, Gros a pris un texte de Nietzsche, qui a été un grand marcheur, surtout à la fin de sa vie, quand il était ruiné, viré de son université nourricière, et qu'il était un peu barge. Vous vous en souvenez, Nietzsche, à la fin, il parlait beaucoup avec les chevaux. Voilà, comme ça il n'y avait pas trop de contradicteurs. Et nous lisons, vous avez les yeux et moi à voix haute, ce texte de Nietzsche, tiré de son bouquin Ecce Homo. Pourquoi je suis si avisé? Demeurez le moins possible assis. Ne prêtez foi à aucune pensée qui n'ait été composée au grand air, dans le libre mouvement du corps, à aucune idée où les muscles n'aient aussi été de la fête. Tout préjugé vient des entrailles. Être cul de plomb, entre guillemets, bien sûr, on est à l'université. Être cul de plomb, je me répète, c'est le vrai péché contre l'esprit. Alors nous allons marcher sur les chemins de Compostelle, mais je sais que beaucoup d'entre vous marchent toutes les semaines, tous les jours, dans la montagne, etc., etc. J'ai effectué le pèlerinage à Compostelle, personnellement, l'année où je croyais être à la retraite et être définitivement éloigné de toute enceinte universitaire. C'était en 2011, j'étais vachement content. Alors, j'avais quelques programmes de recherche en cours, quelques thèses en cours, et puis je suis tombé là au mois de... début juillet, voilà, c'est ça, sur un certain Jean-François Soulet qui m'a dit il n'y a pas de cours de géographie à l'UTL, il n'y en a plus, il faut que tu le fasses. Il m'a dit que j'étais beau, que j'étais intelligent, que j'étais avenant, que j'étais compréhensif, et comme je ne sais pas céder, comme je cède toujours à la flatterie, j'ai accepté et j'ai fait d'autres cours, vous le savez. Donc j'ai fait
ce pèlerinage du 20 août au début de l'automne 2011. Et je n'ai pas fait comme le prescrivent les livres de la littérature jacquère en partant du Puy, en partant d'Autun, en partant de Tours. Non, non, je suis parti de chez moi, j'habite au-dessus de Lourdes et le plus court chemin pour aller à Compostelle, c'est d'aller droit au sud et de franchir les Pyrénées. Et quand j'ai franchi les Pyrénées, sans voir bien sûr un seul pèlerin, mais c'était le 20 août, beaucoup de monde, je suis allé vers Jaca, et puis j'ai rejoint une voie espagnole qui s'appelle le chemin d'Aragon et qui démarre depuis le Somport. Le chemin file. Il faut bien se dire que géographiquement, c'est un immense couloir de 4 mètres de large au maximum. Il file droit au sud en franchissant les Pyrénées, d'où le titre de la leçon, par la haute montagne. Il franchit les Pyrénées en 120 km, de Lourdes à Puente-la-Reina, et puis après on marche droit vers l'ouest, sur quelques 850 km qui restent. Et comme je suis géographe, j'ai fait une petite extension jusqu'au Cap Finistère, parce que j'étais convaincu qu'avant le chemin de Saint-Jacques, il y avait déjà un chemin suivi par les Magdaléniens, et peut-être même avant, de gens qui voulaient aller jusqu'au bout des terres émergées, en allant par là où le soleil se couche. Donc, un peu moins de 1000 km en un peu plus de 6 semaines. Comme j'ai fait cet itinéraire avec mes souvenirs de la classe de 5e, vous vous en souvenez, le Moyen-Âge, j'étais convaincu qu'on faisait le pèlerinage comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on partait avec un sac à dos, et puis un bâton, et puis une réserve d'eau, et un chapeau, et des souliers, et qu'on marchait. Je me suis rendu compte, cheminant, que c'est une entreprise touristico-religieuse et touristico-touristique absolument remarquable, qu'il y a des gens qui réservent à l'avance, enfin, je vous expliquerai ça dans le courant de la leçon. Voilà ce dont nous allons parler avec une problématique, un fil rouge qui sera double. D'un côté, on va décliner les cheminements jacquaires en tant qu'espace physique et en tant qu'espace vécu. Et là, je vous renvoie à la bibliographie, le titre de Armand Frémont, « Aimez-vous la géographie ?» Pour ceux qui fréquentent les bibliothèques, on le trouve encore. Et puis, je verrai qu'il y a des pèlerins, puis qu'il y a les autres. Donc, le chemin est bel et bien un objet géographique. Nous allons essayer de le voir. Et puis, problématique double, ai-je annoncé, dans un deuxième aspect de la problématique, eh bien, on verra, on croisera la nature et l'action de l'homme sur celle-ci. Parce que, en cheminant vers Saint-Jacques, on franchit certes les Pyrénées, espace sauvage. Vous vous en souvenez, il y a quelques années, dans les couloirs du métro à Paris, il y avait une publicité Pyrénées, frontières sauvages. Waouh! Derrière, c'est rien. Tu parles, il y a les Espagnols, il y a les Marocains, il y a tous les Africains, mais ça fait rien. Ça sonnait bien quand j'étais à Paris, dans les couloirs du métro, là, que j'allais faire mes cours. Je disais, ah, c'est bien les Pyrénées. Parce que quand on est à Paris, on regrette les Pyrénées. Voilà. Voilà la présentation, voilà la problématique, voilà le plan. Un plan en 3 parties, vous allez être étonnés. Première partie, un itinéraire au début complètement méconnu, à la fin complètement encombré. C'est ma première partie. La deuxième partie, un vieux mythe qui est devenu un objet géographique, comme je vous l'ai dit en intro. Et puis, dans une troisième partie, je verrai qu'on peut fabriquer une géographie du chemin. Fabriquer une géographie du cheminement, et là je me place dans la logique de Laurent Sénèque, que je remplace, vous le savez, auquel je succède, pardon, au pied levé, et dans la logique du travail qu'il a entrepris pour faire un doctorat. Donc un itinéraire méconnu puis encombré, 3 grands tronçons que l'on va suivre avec les documents que vous avez à disposition. Alors l'itinéraire, vous l'avez sur le document numéro 2.
cet itinéraire, je l'ai pompé, c'est moi qui ai dessiné toutes les cartes. Parce que la collègue de la fac qui faisait ça par Illustrator, elle me faisait des cartes, vous savez, vachement bien léchées, comme vous avez dans toutes les revues, sur papier glacé, dans les journaux, en infographie. Moi, je me suis fait une carte à la main, et j'ai dessiné le pèlerin à la main. Voilà. Donc, voilà pour les 1000 kilomètres. Deuxième document, et c'est là que je voulais en venir, par rapport à mon propos, franchir la montagne. Alors, franchir la montagne, on le fait le premier jour, par la haute montagne. Je démarre de Lourdes, il n'y a pas de carte. Comme je dois aller à Cotteret, que c'est loin, et qu'il n'y a pas de chemin, je prends un autobus au pont de Lugagnan. Et cet autobus m'amène en bas de Saint-Savin, et le reste, je me le fais à pied. Sur les cartes que vous allez voir, tous les itinéraires à pied sont doublés d'un petit pointillé. Tous les itinéraires avec un autre moyen de locomotion sont en triplin seulement. Voilà. Et du coup, je vais découvrir ce que je connaissais déjà, sauf que là, je ne fais pas la marche d'approche en bagnole. Je ne vais pas jusqu'au parking du Marcado en voiture, et je découvre des choses qu'on ne voit pas quand on roule, même à vitesse limitée, à 80 km à l'heure, ou à moins, c'est dans les pentes. Voilà. Et on franchit la montagne au col du Marcado, 2451 mètres d'altitude, avec ces estives pyrénéennes que vous connaissez, ces vaches blondes d'Aquitaine ou d'ailleurs que vous connaissez, avec leurs grands yeux très beaux, on dirait qu'elles se sont passées du col, sauf qu'il y a des mouches, mais elles les balayent à grands coups de queue, en se mettant tête bêche avec la copine si elles en ont une, etc., etc. On est le 21 août, 22, je passe le col, un coup de fun, le fun laisse sa pluie et il fait froid, tempête de neige, coup de vent. Alors bien sûr, j'avais le poncho du pèlerin, alors que d'habitude, j'ai jamais de poncho. Et là, je suis un petit peu décollé du sol, lévitation, c'est les joies du direct. Voilà. Et puis je redescends à Panticosa. Et là, aucun pèlerin, des montagnards, d'abord des Français, après des Espagnols, et puis toute la cliquaille touristique qu'il y a dans la montagne l'été, des Parisiens, et d'autres étrangers, des Belges, des Allemands, enfin bref, mais pas grand monde. Pas grand monde, puisque vous le savez, dans nos Pyrénées, la grande affluence, elle est à 1 kilomètre autour du parking. Après, il y a beaucoup moins de volontaires pour se déplacer. Voilà. Et puis, une fois que j'ai passé nos estives pyrénéennes, je passe du côté versant espagnol, et alors là, je découvre une agriculture méditerranéenne d'altitude en ruine. En abandon total, avec embroussaillement, avec des choses pas jolies, etc., etc. On le verra sur les diapos, si toutefois elles arrivent. Voilà. Parce que j'avais préparé ce PowerPoint. Alors, l'avantage du PowerPoint, c'est qu'il vous permet de souffler pendant que vous passez la diapo. Et comme quand vous êtes instituteur, vous donnez du boulot aux gosses, des multiplications bien corsées, et pendant qu'ils bossent, eh vous soufflez un petit peu parce que non mais voilà, c'est une astuce. Bon, mais on le dit pas dans les livres de pédagogie. Voilà. Et puis, versant espagnol, j'arrive à Sabiñánigo, Jaca, et puis je marche pendant 5 jours dans ces montagnes des Pyrénées. Vous avez noté que pour faire le versant nord, j'ai mis 2 jours en marchant. Pour faire le versant sud, je mets 5 jours. Et quand on vous raconte que les Pyrénées sont une montagne dissymétrique entre un versant nord vachement abrupt et un versant sud qui s'étend quasiment à l'infini, on ne se trompe pas. Voilà. Et toujours très peu de pèlerins. Alors, où est-ce qu'on rencontre les pèlerins? Eh bien, quand le grand flux jacquaire, qui a évité les Pyrénées en convergeant vers Saint-Jean-Pied-de-Port,
après avoir traversé, vous vous en souvenez, on avait fait une leçon là-dessus, sur, je ne sais plus quand, après avoir traversé, mais alors 300 mètres de dénivelé, on dirait qu'ils ont traversé l'Himalaya, mais c'est pas grave. Ils convergent vers, la Reina, et là, à partir de Puente la Reina, c'est l'encombrement. Plus besoin de chercher les flèches au sol, plus besoin de chercher les panneaux, on n'a qu'à suivre le flot. Le plus difficile, c'est de se trouver entre deux groupes, parce que personnellement, je voyageais seul. D'abord parce que j'ai un caractère, comment dirais-je, waouh, on y est presque. Voilà. Alors attendez, alors on arrête. Vous sur des cheminements que nous connaissons bien, puisque c'est ceux pour ceux qui font de la rando et des parcours découvertes, c'est ceux que nous parcourons hebdomadairement. Après, on est passé dans les paysages de la haute montagne. Voilà des vaches, des blondes. Peut-être qu'elles avaient des cornes d'or, je ne suis pas allé visiter. Voilà le versant espagnol avec les aménagements hydroélectriques. Et puis voilà cette campagne. Le premier panneau jacquard, je le rencontre à El Puello de Jaca. Pour vous dire, hein, avant. Mais ça a changé depuis. Maintenant, il y a un itinéraire qui part de Lourdes, etc. Mon voyage date de 2011. Hein. Et puis, je vous parlais d'une campagne complètement ensauvagée côté sud, avec des broussailles, vous le voyez. Et j'en suis maintenant à marcher droit vers l'ouest, à travers l'Espagne, sur ces platitudes de Castille, dans les Sierras extérieures des Pyrénées. Alors, cette photo là, elle est ratée, parce que devant moi, il y avait un tourbillon de poussière, vous savez, comme en Arizona. Alors je me suis dit, je vais le photographier. Mais le temps que j'avais un sac à dos et une musette devant. Hein. Voilà, alors le temps que je cherche dans la musette, que je sorte les barres, tac, il n'y avait plus de tourbillon de poussière. Mais il reste la photo et je vous la montre. Et on passe à l'encombrement pèlerin qui va durer, mais qui va pas durer si longtemps que ça. On va faire, c'est le fameux chemin français, El Camino Frances, dont parlent les guides depuis le Moyen-Âge. Et là, on va faire presque 500 km en 20 étapes à travers la Rioja, la Castille et le Léon. Sur des paysages répétés à l'infini. Si j'étais quelqu'un de bien, je vous passerai la diapositive numéro 11. La voilà. Donc, c'est au mois fin août, début septembre. Il fait sec. J'ai eu que 2 jours de pluie. Non, mais je n'ai droit qu'à un cours d'1h30, donc je ne vais pas tout vous raconter. Mais le seul jour de pluie, ça a été bien. Là, tout le monde était couvert de boue, tout le monde était mouillé. Il y en a qui se sont cassés la gueule dans une file de gens et qui se sont rattrapés aux prédécesseurs, qui a rattrapé aux prédécesseurs. Tout le monde par terre. Je le voyais venir, je m'étais mis à côté. Bon, mais... Mais j'arrête parce que c'est très vilain de rire du malheur des autres. Donc, platitude de la Castille, platitude du Léon, paysage répété à satiété, avec, dès que j'ai retrouvé le stylo, je vous mets le modèle au tableau, avec ce qu'on appelle des paramos. Dans les bassins d'érosion, c'est des espèces de buttes comme ça, créées par une roche plus dure qui domine de la sorte la plaine. Ces fameux paramos, c'est un mot espagnol. Vous en avez des spectaculaires aux États-Unis. Vous connaissez le bouquin de Lucky Luke où le dessinateur a transformé ça en une chope de bière pour montrer combien il avait soif. Eh bien voilà, il fait chaud, il fait soif, c'est jaune, il fait sec. Et il y a du monde jusqu'à Burgos. Et vous retrouvez Burgos sur les cartes. Et là, Burgos, je ne sais pas si c'est la saison qui le voulait, on était à la fin du mois d'août, il y a beaucoup moins de monde. Parce que beaucoup de gens combinent
la marche à pied avec l'autobus ou avec des voitures d'appui. En espagnol, coche de apoyo. Ce qui fait que... mais moi j'étais dans ma logique de pèlerin à l'ancienne, quoi. Donc je marchais à pied. Voilà, avec quand même ma carte de crédit, hein, voilà. Donc, du monde partout, des platitudes, avec des paysages répétés à satiété, avec des terrains, des campagnes en agriculture sèche, comme ça, ou alors en agriculture irriguée, et alors là on fait de la géographie. Parce qu'agriculture sèche, ça s'appelle le secano, et agriculture irriguée, ça s'appelle le riego. Et là, on réinvestit bien sûr tous les enseignements de la géographie. Le riego, toujours très peu développé, le secano à l'infini. Je passais après la récolte du blé, il y avait d'énormes tas de paille sur des hauteurs d'une dizaine de mètres, vous savez, ces grosses bottes de paille que l'on voit arriver là actuellement dans les campagnes béarnaises et bigourdanes. Alors on aurait dit des châteaux, et quand on marche à 3,2 km à l'heure sur le chemin, et puis que c'est toujours pareil, alors on compte le nombre de pailles à la base dans la longueur, à la base dans la largeur, on multiplie dans le nombre de bottes de paille dans la hauteur, et on fait 2 multiplications, et on a le nombre de bottes de paille. C'est vachement intéressant, voyez-vous. Et puis on rêve, on pense à tout, on râle parce qu'on ne se souvient pas de ce vers dans le poème de Victor Hugo, Bose s'était endormi de fatigue accablé. Ah merde, qu'est-ce qu'il y a? Bon, là voilà, et puis ça s'est passé en 2011, on n'avait pas les facilités de Google que l'on a actuellement, ce qui fait que j'étais bien obligé d'être présent à moi-même, et puis de penser à tout ce que j'avais fait, et puis je venais de prendre la retraite. Alors je me suis dit, et qu'est-ce que t'as fait? T'as fait ci, t'as fait là. J'ai fait l'appel de tous mes parents, de mes cousins, de mes collègues. J'ai essayé de me remémorer plein de choses qui revenaient ou qui revenaient pas, bien sûr, puisque la maladie, vous le savez, est consubstantielle la perte de mémoire est consubstantielle de la mémoire. Voilà, jusqu'au terme de mon pèlerinage. En Galice, on voit que l'on rentre, vous avez la carte Galice, on voit que l'on rentre dans le domaine atlantique. Comment? Il y a de l'herbe verte au bord du chemin. Ça fait presque un mois qu'on n'en voit pas. Voilà. Et puis on voit ces drôles de greniers que les Galiciens utilisent encore et qu'ils appellent orreos. Alors ce sont des greniers en granit, puisque la granit est un massif ancien, sur pilotis, et pour pas que les rats bouffent la récolte, là on met une pierre plate. Comme ça, voilà les oreos. Alors il y en a de toutes les tailles, bien sûr. Il y a le petit oreos des maisons pauvres, et puis il y a le riche oreos des maisons riches, et puis voilà. Et c'est la fin du chemin. On arrive à Santiago de Compostelle, où les pèlerins sont à nouveau nombreux. Ils sont nombreux depuis quelques jours, parce que pour avoir droit à la fameuse Compostela, vous savez, je ne l'ai pas porté, j'aurais dû la porter, le tampon qui vous fait pèlerin. Il faut que l'on ait marché depuis Ponferrada. Alors à Ponferrada, vous avez plein de monde, mais surtout des Espagnols. Et en discutant avec quelques jeunes qui étaient là, je leur ai dit, mais pourquoi vous faites ça là maintenant, au lieu d'aller bosser? Ils me disaient, oui, mais sur nos curriculum vitae, si on marque qu'on a fait le chemin, waouh, ça rapporte. Ah oui, oui, la religion va se loger partout. Mais j'ai trouvé ça très sympa. Et alors on arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est une villasse, comme Toulouse, comme Pau, comme Tarbes, au petit matin, parce que j'avais dormi juste avant, avec les gens qui allaient bosser. Et vous reconnaissez les pèlerins parce qu'on dirait des extraterrestres, vous savez. Et puis dans les pèlerins, vous reconnaissez ceux qui ont marché
comment dirais-je, comme avant. Alors ils ont l'air de SDF. Parce que au bout de 3 jours, même si vous faites très attention, vous avez la tête du SDF, vous savez, qui sort du foyer d'hébergement et qu'on est obligé à se doucher la veille pour avoir le droit de dormir. Alors vous êtes, voilà. J'ai maigri de 11 kilos. Et je suis pas gros. Vous voyez un peu le travail. Et puis alors j'avais une espèce de barbe, de cheveux là, un peu christique, voyez-vous, mais ça avait beaucoup de succès. Voilà. Alors, oui, parce que j'avais la gueule du pèlerin à l'ancienne. Et puis je vous ai pas dit, j'étais le plus vieux. Voilà, j'avais 66 ans, donc j'étais vraiment... Donc, apothéose de Jacquère, je ne vous raconte pas. Si vous voulez le savoir, j'ai fait un livre pour ma famille qui s'appelait Voyage vers le soir, itinéraire vers le soir, et puis qui est tombé entre les mains d'un éditeur qui m'a dit, je vais vous éditer. Cet éditeur, c'est Le Cerf. Alors la petite dame qui s'appelle Agathe, elle s'appelle toujours, c'est devenu une copine, une amie, pardon, elle me dit, ah, il est bien votre livre, mais vous avez vu... Madame Châtel, j'écris en toutes lettres que j'ai perdu la foi à 16 ans, que je ne l'ai pas retrouvée et que j'en suis malheureux comme tout, mais ça ne marche pas quand même. Et alors là, j'entends au téléphone me dire, oui, mais professeur, vous êtes rattrapable. Non, je crois que je suis à ma place. Quoi qu'il en soit, si vous voulez davantage de détails, j'ai fait ce livre qui s'appelle j'ai mis dans la bibliographie. De bouche à oreille, et sans faire de pub, et sans passer à l'émission là, littéraire, parce que le monsieur il croyait que je venais de derrière le périphérique, alors que je venais de Lourdes. Donc je lui dis, si vous payez le billet de train, je viens, et vous me prenez les 15 jours à l'avance. Non, ça n'a pas marché. J'en ai vendu 3000. Ouais, voilà. Comment? Je dis que c'est vérité. 2. Ah, c'est gentil, merci. En plus, avec l'âge, on devient sourd. Hein. Voilà. Merci Jean-Mi. Voilà. Et puis alors, à Compostelle, je vous le fais bref, j'ai continué vers Finistère. Mais comme j'avais un colloque à Kampala 15 jours après, et que mon collègue Christian Thibon, que vous connaissez peut-être parce qu'il sévit à l'UTL pour vous raconter l'histoire des Afriques, m'avait téléphoné en me disant, tu penses que tu fais une communication, que tu dois y être, que tu es inscrit, que tout est fait, etc., etc. J'ai pas fait l'itinéraire à pied jusqu'à Finistère, c'est en pointillé sur la carte, vous l'avez vu. Je l'ai fait en autobus, je me suis fait les 15 derniers kilomètres. Mais alors, avec un sentiment d'accomplissement, de délectation, de waouh. Et je suis arrivé à Finistère le soir de la Saint-Michel. Voilà. Et mon épouse s'appelle Michel. Je vous raconte pas. Le violon. Voilà. Et là, j'ai vu la mer. Et j'ai pensé à Élisée Reclus, la première fois où il a vu la mer Méditerranée. Il était avec son frère, il était tellement ému qu'il m'a mordu l'épaule. Bon, passons. Mais voilà, et je me suis dit, là, quelque part, tu as fait un itinéraire, certes chrétien, mais qu'ont dû faire avant toi et avant les chrétiens des tas de gens qui marchaient vers l'ouest pour savoir où ça s'arrêtait, parce que jusqu'aux Vikings et jusqu'à Christophe Colomb, le grand océan, il était peuplé de monstres et on ne savait pas aller au-delà. Hein. Voilà. Je passe à la seconde partie de mon propos, et emporté par l'élan, je n'ai pas passé les diapos. Voilà, donc les paysages répétés à satiété sur 498 km. J'adore dire 498. Pardon, ça vient, hein. Alors bougez pas. Après, Santiago, l'église, la basilique là où on arrive, la voilà. La voilà, oui, avec la carte. J'avais mon bâton, je le lance en l'air. Waouh, c'est comme un tambour major. Je le rattrape.
alors, on était une trentaine là à marcher depuis un moment. Il me dit, photo, refais-le. Je le relance. Clac! Je le rattrape. J'ai jamais fait 2 fois de rang comme ça. Hein. Alors il me dit, encore une autre, j'ai raté. Je dis, non, ça va. Le miracle n'a lieu qu'une fois. Voilà. Et puis on arrive à Finistère. Voilà la fin du voyage. Si j'avais été un bon professeur, je vous aurais passé la diapo en même temps que je vous passais, que je vous donnais le discours. Voilà. Je passe à la deuxième partie. Je regarde l'heure. Ben, je suis à l'heure, hein. Ouais. Je regarde l'heure et je vais vous dire que le chemin de Compostelle est un vieux mythe perpétuellement réinvesti, qui n'arrête pas de se construire. Depuis 2011, j'ai fait 2 colloques sur Saint-Jacques avec des gens qui s'occupent du chemin de Saint-Jacques et qui réinvestissent le chemin de Saint-Jacques, y compris les institutionnels. Vous savez qu'il y a un préfet en France qui est chargé de s'occuper des chemins de Saint-Jacques. Parce qu'il y a une agence, vous savez, ces fameuses agences que l'on veut supprimer. Eh bien, il y en a une qui s'occupe des chemins de Saint-Jacques. Si on la supprime, ce ne sera pas grave, hein. Ça sera la préfecture du coin qui le fera. Donc, le chemin de Saint-Jacques, un vieux mythe, il va vers l'emplacement supposé. Je dis bien supposé, mais je ne voudrais pas faire l'esprit fort. Hein. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà. On verra l'objet géographique. Et puis, on verra la société pèlerine. Ces gens qui marchent. Alors, d'un côté, il y a hédonisme. Hein. Vous avez 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Des dames plutôt en forme. Plutôt avec la copine. Ce qui donne de la tchatch. Elle me demandait pourquoi je voulais marcher tout seul. Bon, il faut être poli, il faut dire parce que j'aime la solitude. Mais alors bien sûr, qui parlaient de leur mari, de leurs gosses et pour les vieilles, de leurs petits, pardon, pour les plus âgés, de leurs petits enfants. Et puis souffrance sociale, parce que quand on marche, on a mal partout. Et vous vous en souvenez, pour ceux qui ont fait les services militaires, il y avait dans le manuel du fantassin de quoi sont les pieds. Les pieds sont l'objet consent de la part du fantassin. Et tous les soirs, j'ai passé un quart d'heure, 20 minutes, à me frotter les pieds, à mettre des compideux, etc. Mon épouse m'avait doté d'une aiguille à coudre avec un fil rouge pour me crever les ampoules. Quand elle me l'a donné, je lui ai dit oh, mais arrête avec tes remèdes de bonne femme. T'es vraiment de l'université de médecine d'Auxerre. Enfin, des trucs gentils, quoi. Mais ça a été vachement pratique. Mais comme il y en a qui m'ont vu faire dans cette société pèlerine à crever les ampoules, ils sont venus me voir pour que je crève les leurs. Alors, comme je suis un hygiéniste, dans un premier temps, j'avais amené ma pipe et mon tabac, je ne vous l'ai pas dit. Je passais un coup de briquet. Mais à la fin, comme il y en avait 5 ou 6, clac, clac. Bon, miraculeux, il n'y a pas eu de... Mais ça crée du lien social. Ça a créé du lien social, en même temps que le coup à boire au bistrot. Eh bien, on va y revenir, je n'anticipe pas. Donc, le chemin de Saint-Jacques conduit vers l'emplacement du tombeau de Saint-Jacques. C'est pratiqué depuis le IXe siècle et pendant le Moyen-Âge, ça a connu une renommée extraordinaire, autant et sinon plus que le pèlerinage vers Rome ou Jérusalem. Et souvenez-vous de vos cours, c'est là que m'est venue cette gringa, cette envie d'aller à Saint-Jacques, c'était le programme de 5e. Et déjà dans les années 60, il y avait de nombreuses auberges qui s'appelaient Relais de Saint-Jacques. Et il y avait les coquilles Saint-Jacques. Et il y avait tout un environnement autour de Saint-Jacques, même s'il n'y avait pas cette folie du chemin que nous connaissons actuellement et dont je vais vous reparler. Alors, sur le chemin, il faut bien le dire, la part de religiosité catholique reste prépondérante.
J'ai bien vu un couple d'Israéliens, mais ils n'accrochaient pas. Donc, vous avez beaucoup de gens qui viennent là parce qu'ils sont croyants. Et je vais vous dire que très rapidement, l'esprit fort que vous avez devant vous a mis dans sa poche toutes ces vannes sur, vous savez, bon, j'ai arrêté parce que vous voyez des gens qui sont portés par leur foi, hein, et puis une foi sincère, hein, parce que c'est bien joli de faire un cours bien assis sur une chaise ici dans un amphi, et debout derrière une table confortable, mais marcher, c'est épouvantable. Marcher 22, 25, 30, 15, 16 kilomètres par jour, c'est très dur. On a mal. On a mal, on a soif. On a faim quand c'est pas le moment de manger. Enfin, voilà, bien. Mais il y a aussi des motivations sportives. Il y a aussi des motivations culturelles de gens il y a des monuments partout. Mais pas que des monuments anciens, il y a des monuments actuels, des monuments aux pèlerins, comme celui que vous avez sur la photo, avec le pèlerin stylisé, genre faire la bise, vous voyez, voilà. La marche s'accompagne toujours, et je vous l'ai déjà dit, donc je ne me répète pas, d'une intense réflexion personnelle, et il faut bien se le dire, la spiritualité n'est pas le monopole des seuls croyants, des seuls religieux. Et je me suis rendu compte, en marchant, à 3 à l'heure, 3,2, parce que j'ai calculé mes vitesses. Mais oui, il n'y a rien à faire, donc 1 kilomètre. On marche là où le ciel et la terre se rejoignent, vers la ligne d'horizon. Et le ciel et la terre, souvent, se rejoignent, et pas seulement au bout de la ligne d'horizon. Voilà. Donc, le chemin réactive beaucoup de croyances, y compris mythiques, des croyances collectives et des croyances personnelles. Et je vois, lecture page 100, si le temps, mais j'ai laissé le bouquin à la maison, donc pas de lecture. Mais bon, voilà, je suis débile. Bon, alors, comme je vous l'ai dit, pour moi, aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, avant même de savoir que je serais géographe, mais j'étais déjà bon en géo, c'est ce cours de géographie d'histoire que j'ai fait en 5e. Et puis j'avais 2 autres objectifs dans mon existence. Aller aux sources du Nil, et j'y suis allé, et aller à Valparaiso. Parce que vous en souvenez, on apprenait à l'école une chanson. Hardy les gars, Viro, Guindo, Goodbye Farewell. Je ne faisais pas anglais à l'époque, mais je le répétais avec beaucoup de conscience. Hurrah, nous irons jusqu'à Valparaiso. Je suis allé à Valparaiso, c'était au mois d'août, c'est l'hiver là-bas. Hein, mais quand même, je me suis déshabillé et je me suis baigné. Voilà. Et comme j'avais pas de maillot de bain, je me suis baigné à poil parce que je me suis dit, si jamais tu gardes ton zip, il va être mouillé à poil. Bref, voilà. Donc j'étais au Chili et il faut pas le faire, hein. Mais enfin bon, j'ai pas eu d'ennui. Voilà. Alors, on marche sur le chemin. On marche tôt le matin. Les gens se barrent tôt le matin parce qu'ils vous disent, il fait chaud. Donc il faut marcher dans la nuit. Puis comme ça, on a la fraîcheur. Sauf que j'ai fait le pèlerinage début septembre. Hein. Et on avait le jersey le matin, hein, le pull vert. Et je me suis rendu compte que ce départ dans la nuit, c'était comme une espèce de démarche initiatique. On marchait et puis on faisait reculer l'obscurité. Puisque le jour se levait. Alors il y a eu des trucs absolument fabuleux, quoi. Dernière Hulotte, premier Merle, un couple d'Américains, après Ponferrada, qui, je vois, deux dames qui étaient là. La rumeur courait qu'il y avait des loups. C'est vrai, il y a des loups dans la Sierra Cantabrique.
Et elles me disent, on entend des loups. 6 heures du matin, vous voyez, le jour n'était pas. Et puis tout d'un coup, j'entends une hulotte. Alors je me suis pas moqué. Voilà, je me suis pas moqué d'elle. Je me suis pas moqué d'elle. Je leur ai dit que c'était une hulotte. Voilà, donc. Mais il y a des choses comme ça. Si on regarde le ciel, il y a la Voie lactée. Et si on fait bien attention, la Voie lactée, elle va vers l'ouest. Et à un moment donné, on passe devant un site préhistorique, très ancien, qui s'appelle Atapuerca. Je suis sûr que ces gens d'Atapuerca, ils avaient vu la Voie lactée, ils savaient que par là-bas, c'était pas Saint-Jacques, mais c'était l'autre côté. Voilà. Bon, je vais arrêter ce paragraphe, mais ça baigne. Et ça baigne non seulement celui qui marche tout seul, mais son groupe. Bien sûr, vous en avez qui marchent avec les écouteurs, boum, 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 boum. Non, mais il y a de tout. Mais vous avez des gens bien, quoi. J'ai découvert des esprits fort élevés sur ce chemin que j'avais pas l'habitude de rencontrer, j'allais dire, dans la vie civile. Alors quand vous arrivez au bout, à Saint-Jacques, la fille qui vous donne la compostelle, le certificat, vous demande, vous l'avez fait comment? Pour questions religieuses, pour questions sportives ou pour questions touristiques? Alors religieux, il y a le grand document en latin, hein. Pour touristique, vous avez le moyen document, et pour sportif, vous avez le petit carton, comme quoi vous l'avez fait en vélo, etc., etc. Et moi, je ne le savais pas, et elle me le demande, je dis, oh, moi, c'est spirituel. Donc, elle m'a mis du côté des religieux. Voilà, donc. J'aurais dû vous porter ma compostella pour vous la montrer, mais je suis un peu tourneboulé, hein, et j'ai fait beaucoup d'oublis, et en particulier ce texte que je regrette. Alors, on fait aussi de la géo. Et alors là, c'est passionnant. Parce que la géo à pied, ceux qui font les parcours découvertes le vendredi matin tous les 15 jours, vous en savez quelque chose. Waouh! On voit plein de choses. Donc j'ai vu des espaces d'agriculture industrielle. J'ai parcouru des vignobles. J'ai vu, je vous ai raconté le coup des bottes de blé. Et puis j'ai vu aussi de l'agriculture irriguée. J'ai vu du maïs. J'ai vu ce qu'on appelle des végas. Et j'ai pensé à Zorro. Parce que une véga, un riego dans lequel on cultive des céréales, ça s'appelle une vega. Et Zorro, il s'appelle Don Diego de la Vega. Ah, ça, vous le trouvez en marchand. Je ne vais pas le trouver maintenant, vous faisant cours. Voilà. Mais j'avais que ça à faire. Que ça à faire. J'ai vu tout ça. J'ai vu des campagnes presque vides d'hommes. Sauf dans les vignobles. Pourquoi? Parce qu'en Espagne, pire qu'ici, enfin, ça vient de se finir en Espagne, exode rural. Nous, l'exode rural s'est terminé en 1974, crise pétrolière. En Espagne, c'est terminé en 2010. Il se terminait. Et j'ai vu des villages avec les volets fermés. D'autant plus que c'était la crise en Espagne. Ça l'est toujours. Mais vous aviez plein de maisons où il y avait écrit « c'est bendé », parce qu'on liquidait le patrimoine immobilier au besoin en le bradant. J'ai vu aussi des nefs d'élevage industriel. C'est-à-dire de ces élevages de cochons à la forte signature olfactive. J'ai vu aussi de l'élevage et j'ai remarqué que dès qu'il y a de la pente, il n'y a plus d'agriculture. Tout est sur le plat ou sur pente moyenne. Et tout à l'heure, je vous ai dit en traversant les Pyrénées que j'avais vu une agriculture en ruine, mais dans le reste de l'Espagne, j'ai quand même vu, comme en France, une agriculture qui se ramasse sur ce qui est tractable. Voilà ces paysages brossés à grands trous, à grands coups de pinceau. Mais on traverse aussi le bocage galicien, avec ces champs entourés de haies. Et je vais vous passer la diapo suivante. Voilà le bocage galicien.
On traverse aussi des jardins potagers. Oh, c'est un régal. Jardin potager, derrière la maison ou à côté, et souvent fil à sécher le linge. Et là, vous faites la composition de la famille. Mais alors direct. Les caleçons, les soutiens-gorge, gros bonnet, vous avez l'âge de la patronne, petit bonnet string, vous avez l'âge de la propriétaire, les babys gros, vous avez le nombre de gosses, enfin, c'est remarquable. C'est difficile à transcrire, non, mais je me suis régalé. Voilà. Et puis, vous le savez, l'Espagne avait la politique de développement. Les mauvaises langues diront avec les crédits européens, mais ce n'est qu'en partie vrai, et c'est refait. Tout est ripolliné en Espagne, tout est refait à neuf. Pour ceux qui connaissent l'Aragon et qui y vont, le village d'Alquessar, il y a 40 ans, il y avait les chèvres et les brebis dans les rues et ce qui va avec quand elles rentrent à l'étable. Là maintenant, c'est impeccable. Alors, j'ai traversé une Espagne ripollinée. Et puis, de temps en temps, la maison de quelqu'un qui vivait comme avant. Et ce quelqu'un, je le voyais si je restais un petit peu vieux, plus de 50, 60 ans, tout seul de toute évidence, pas très propre, et avec des trucs bien dégueulasses, vous voyez, sur une belle maison, 3 tôles en plastique vert, vous voyez, ou jaune, voilà, et cela, c'est aussi l'Espagne. Voilà. J'ai remarqué ces campagnes, mais j'ai remarqué aussi les villes. Alors, dans les villes, le centre-ville, je viens de vous le dire, est ripolliné. Il est refait à neuf. Il est impeccable. Le chemin de Saint-Jacques devient une espèce d'élation. Vous avez, comme à Lourdes, des petits incrustements sur les trottoirs avec la coquille jacquère pour vous montrer l'itinéraire. Vous arrivez là où vous allez dormir. Alors, pour dormir, je ne vous l'ai pas dit, je m'étais branché sur la filière Bonne Sœur. Oui, remarquable. Et parmi elles, je vous recommande les cisterciennes. Parce que en Espagne, il n'y a pas la loi de la laïcité comme ici. Et les religieux travaillent beaucoup pour entretenir leur couvent. Dans les cisterciennes, elles sont religieuses le soir et le matin, et le reste de la journée, elles sont professeurs, infirmières, médecins, etc., etc. Voyez-vous. Alors vous êtes accueillis le soir à l'hôtel Pèlerin. Alors vachement bien, quoi. C'est vraiment une élation. Et à côté de ça, tout autour, vous avez le tartinage de la villasse de toutes les villes européennes, avec parking, hangars en caisse de savon, banques, hôpitaux, pompiers, enfin tout ce qu'on met à l'extérieur de la ville, et les HLM, et puis les Espagnols aiment beaucoup avoir ce qu'ils appellent un chalete, c'est-à-dire un cabanon, et là vous retrouvez les jardins. Donc, bref, je me suis régalé de découvrir cette Espagne telle qu'elle est. Et je dois dire que j'ai été très très aidé dans cette approche par la pratique de l'espagnol, qui est la mienne. Voilà, ce qui m'a permis de discuter avec les gens, d'envoyer balader quelques aubergistes, vous savez, qui grincheux, mais c'était la fin de la saison, alors ils étaient aussi énervés, vous savez, que le barman du lac de Gobes, la fin août, vous savez, qui vous sert la bière sans vous regarder, donc. Parce que les pèlerins, il en avait vu, comme l'autre voyait les touristes. Ça m'a beaucoup servi, mais ça m'a aussi servi de parler avec ces gens, les gens du chemin, les pèlerins comme moi, beaucoup d'Espagnols, je vous l'ai dit, beaucoup de Latino-Américains, de Boliviens, qui travaillaient dans les services en Espagne, mais avec la crise, ils se demandaient s'ils n'allaient pas être obligés de retourner en Colombie, en Bolivie, en Équateur, au Chili, et de retourner pauvres, alors qu'ils étaient partis pour faire fortune. On se rappelle nos ancêtres bigourdans et béarnais qui partaient en Amérique pour faire fortune. Voilà.
Alors, ils faisaient pas tous fortune, mais quand ils revenaient, ça se voyait. Vous avez vu dans la Barousse, les maisons qu'on appelle les maisons d'Américains. Et si vous allez à Gap, dans les Alpes de Haute-Provence, vous avez une ville reconstruite par des gens qui ont fait fortune au Mexique, plutôt dans l'hôtellerie, plutôt dans les bars et plutôt dans la limonade. Mais qu'est-ce qu'ils ont dû bosser pour se construire tout ça? Barcelonnette. Je n'ai pas dit Barcelonnette? Bon. J'ai dit Gap. Erreur. Merci. Merci. Je vais vous parler de la société maintenant. La société pèlerine. J'en ai déjà beaucoup parlé. Je vous ai déjà dit que j'ai voyagé seul. Je vous ai déjà dit que j'ai fait de la géographie. Ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est une société mouvante qui marche d'un même pas selon le mode de tourisme, de pérégrination qu'elle pratique. Les touristiques, ils ont l'hôtel réservé. J'ai voyagé avec un qui s'appelait Jacques en 2011. Il avait déjà l'appareil avec tout marqué dessus. Il avait réservé ses pioles. Donc, par contrat, tous les soirs, alors que moi, à partir de 12h30, 1h, mal aux pattes, où est-ce que je vais dormir? C'est là que 500 mètres, c'est immense, quoi. Bon, lui, tout réservé. Alors, on venait le chercher, une voiture, hein. Voilà. Et il avait loué son trajet avec la Balaguère. Voilà. Alors, les gens l'appelaient Seigneur Balaguer. Et nous, on l'appelait Balaguer. Voilà, parce que, vous voyez où, hein. Et alors, il se faisait prendre, et puis alors on l'a mené à 15 km, 20 bornes, 2 jours avant ou 2 jours après, mais il dormait. Il s'embêtait. Voilà, bien sûr. Alors, vous avez ça, vous avez les tout compris, et puis vous avez ce qui marche à l'ancienne. Alors moi, je le faisais parce que j'étais sur mon schéma à classe de 5e, mais ce qui marche à l'ancienne, c'est les fauchés, quoi. C'est les pauvres. Voilà. Et le soir, on se prenait, vous savez, des empanadas, là, ou des repas avec des nouilles, et puis du poulet, vous voyez, on bafferait. 8 € ça coûtait à l'époque. Maintenant, ça doit faire 10 €. Vin rouge à volonté. Alors là, donc, en clair, je vous explique pas comment on sortit du resto. Hein, bien, mais on dormait après. Parce que le pèlerin, s'il se lève à 5 h du matin, à 8 h, il est au lit. Hein. Oui, parce que c'est pas la peine d'insister. Voilà. Donc c'est une société qui marche à mesure, avec des nouveaux venus. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? How are you? See you later. Alligator. Bon. Voilà. Et puis des abandons. Je me souviens, il y avait les Stéphanois ou les Lyonnais. Et, elle a abandonné. Alors son mari, qui était très amoureux, a commencé à l'engueuler. Bien sûr, lui dire, mais toi, t'es pas capable, tu te lances dans des trucs que tu peux pas faire, tu vois bien que t'es vieille. Enfin, des trucs qui sortaient du cœur, quoi, de l'amour total. J'étais content de voyager tout seul, vous pouvez pas savoir. Mais ils ont été. Alors nous, on l'a dit au monsieur. Bon, non, écoute, tu laisses pas ta femme, tu peux pas. Donc tu la ramènes. Et puis tu reprends un avion et puis tu reviens. Mais non, je reviendrai pas. Si je reviens avec elle. Ça a été dramatique. Ça a été dramatique. J'ai vu 2 copines se laisser dans un patelin parce qu'il y en a une Allemande et une Française, mais elle pleurait. Elle se prenait dans les bras comme ça, parce qu'il y en a une qui prenait le train, l'autre qui continuait. Voilà. Et le fameux Seigneur Balaguer dont je vous parlais, il m'a laissé à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais en courant, parce qu'il avait l'avion le soir à 17h15 pour aller à Paris et passer par Barcelone et Francfort. Voilà, un autre monde. Un autre monde. Vous voyagez sur le chemin, vous voyez Léon, 90 km, vous savez, sur les grands panneaux. 90 km en voiture, moi je mets demi-heure. Hein, un peu plus, oui. Non mais vous ne me connaissez pas. Je suis un délinquant routier. Je suis adepte des stages de récupération de points. Bon. L'enregistrez pas, ça, c'est pas la peine. Vous voyez, 90 km, vous dites, bon, allez, 3 quarts d'heure. Mais à pied, c'est 4 jours. Ou 3 jours si vous êtes vraiment pressé, comme mon copain Jacques, Seigneur Balaguer, qui devait prendre son avion. On est dans un autre monde. On est dans une autre dimension.
Voilà pour la société pèlerine, avec les Espagnols des villes, les Espagnols des champs, les touristes. Et un soir, il y a une petite dame qui me recevait, qui m'a dit « Ah, vous êtes un peregrino. Vous n'êtes pas comme les autres qui sont des tourisgrinos. » Voilà. Bon, il y a une hiérarchie extraordinaire. Voilà. Et il y en avait un qui avait écrit partout « El camino es muy compartido ». Vous savez, dans les langues catholiques, vous savez, de partage. Le chemin est très partagé. Ouais, mais dans les deux sens. Partagé parce qu'on est une bande et on marche bien. Et je vous ai montré la société pèlerine et j'ai oublié, pardon. C'est pas la peine de faire des PowerPoint. Mais là, voilà la société du chemin, là, voilà. Voilà, donc, c'est ces gens-là. Et je vous parlais de... Compartido, parce qu'il y a des gens qui sont tellement pauvres qu'ils n'ont pas de quoi. Hein. J'en ai croisé un qui revenait. Je lui ai dit, mais tu reviens, toi? C'était un Belge qui vivait à Royan, qui avait plus un sou. Je lui ai dit, mais écoute, t'as plus un rond là, il faut absolument que tu ailles au consulat. Et tu te fais rapatrier. C'est ce qu'on fait tous à l'étranger. C'est pas glorieux, on se fait engueuler par le consul, mais on n'a rien à foutre. Si on n'a pas d'argent, on paye. Il nous paye. Il me dit, mais j'ai perdu mes papiers. Waouh! Alors je lui ai dit, alors quel est ton projet? Eh bien il dit, je voudrais rentrer en France. Je rentre, puis mais tu vas mettre 3 semaines là. Ouais, il faudrait que j'aille. Je lui ai donné 50 balles. En me disant, toi tu t'es fait avoir. Mais en même temps, peut-être que pas. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a des gens vraiment fauchés. Mais vraiment dans la détresse. Comme ces Colombiennes là, il y avait une qui était fauchée. Et puis d'autres qui sont très riches. J'en ai vu un qui faisait le chemin à cheval. Avec madame qui suivait avec la grosse 4x4 et le van à 2 places. Muy compartido. Je passe à la troisième partie. Je passe à la troisième partie qui va être la plus géographique. Hein. Et il va s'agir de fabriquer une géographie du chemin. Alors, Élisée Reclus, qui, comme vous le savez, est un de mes maîtres à penser, a écrit, il y a 2 sortes de géographie. Il y a la géographie de cabinet et la géographie de plein vent. La géographie de cabinet, c'est celle du tableau de Vermeer, le géographe. C'est la géographie de bureau, de carte. C'est celle que pratique Poutine et que pratique Trump. Et je l'espère aussi pour nous, que pratiquent dorénavant les Européens. Mais enfin, ça c'est autre chose. Et puis il y a la géographie de plein vent. Cette géographie d'Élisée Reclus, qui a marché toute sa vie. Quand il a été appelé à faire le guide Joanne, ancêtre des guides bleus, pour les éditions Hachette, il est parti d'Andaille, il est allé à Port-Vendre. D'abord sur le versant nord, et au retour sur le versant sud. Voilà. Quand son père l'a envoyé faire ses études secondaires dans un collège morave qui était en Prusse, il est parti avec son frère Réli, depuis Orthez, à pied. Donc, la marche est un moyen de déplacement consubstantiel à l'humanité. Nos mobilités actuelles sont complètement artificielles et elles sont très récentes. Et on ne saurait plus s'en passer de circuler en voiture. Tout à l'heure, là, en arrivant sur le campus, j'ai vu passer une espèce d'ovni. C'était un gamin qui avait une trottinette électrique, un casque, un bonnet, et qui parlait au téléphone portable. Comme... Non, il avait le micro, là. Je me suis dit, mais il est où, ce martien? Bon, voilà, mais bon, je savais que j'allais venir vous faire un cours, et j'étais un petit peu méchantine. Là, pour marcher à pied, je vous renvoie à Armand Frémont, que j'ai déjà cité. Je vous cite aussi Jean-Jacques Rousseau. 18e siècle, l'Émile. Ouvrez les guillemets. Quand on ne veut qu'arriver, on peut courir en chaise à porteur. Mais, quand on veut voyager, il faut aller à pied. Émile, livre 5. Marcher. Voilà.
Mais je vous ai déjà lu le texte de Nietzsche, et j'ai oublié de vous porter le texte que j'avais écrit à ce sujet. Je pense, et on peut penser en géographie, que le voyage, comme on le pratique actuellement en avion, en voiture, la frénésie de vitesse anéantissent quelque part notre rapport au monde. Je vous ai fait le coup de Léon, 90 km. Tous les jours, je me suis dit, si tu téléphones chez toi et que tu dis que tu as mal aux pieds, ce soir, ta famille est là. Et demain, tu es rapatrié. Il y a des autoroutes partout pour aller de Soumoulou jusqu'au fond de l'Espagne et jusqu'à Finistère. Donc, on a un rapport géographique au monde en marchant à pied. Et puis, l'œil porté sur les paysages mobilise tous les intrants de l'espace géographique. Si vous voulez bien connaître les intrants de l'espace géographique, je vous renvoie au livre que je cite en bibliographie de Éric Dardel, qui est très très bien et dans lequel vous reconnaîtrez nombre de choses que je vous ai racontées depuis quelques années. Nous avons l'espace géométrique, d'abord. L'espace géographique géométrique, c'est le chemin. C'est deux lignes parallèles qui se rejoignent au prochain virage, qui se rejoignent en haut de la montée ou au bout de l'horizon. Et c'est aussi le chemin de l'espace vécu. Et j'ai cité en bibliographie un film qui d'Estevez et Emilio, qui s'appelle Emilio Estevez plutôt, qui s'appelle Le Chemin, et qui repasse régulièrement sur Arte ou sur la 5, même s'il date de 2010. Vous l'avez vu ce film? Il mobilise tous les intrants de l'espace géographique. C'est l'histoire d'un monsieur, vieux, 60 ans, dont le fils faisait le chemin de Saint-Jacques, le jeune fils faisait et il est mort. Donc le père va récupérer son fils, le fait incinérer et décide de transporter dans son sac à dos l'urne funéraire de son fils en achevant le chemin. Voilà, c'est un très beau film, sortez vos mouchoirs, etc., etc. Voilà. Donc espace géométrique, espace symbolique, espace matériel du chemin, espace tellurique du chemin. On marche avec des grosses godasses. Alors, même si vous achetez à Leclerc randonnée, là à côté, les meilleurs Loa du monde, vous savez, vous connaissez les Loa? C'est les Rolls. C'est extraordinaire. Hein. Seulement, au bout de 20 km, elles vous font mal aux pieds quand même. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y a cet espace tellurique. Et puis, sous les pieds, vous avez tous les rochers que vous pouvez franchir. Vous avez les calcaires des chaînons pré-pyrénéens. Vous avez les gneiss de la zone axiale des Pyrénées. Vous avez le matériel glaciaire des moraines du Tardiglaciaire en montant au port du Marcado. Et vous pouvez les dater même du Wurm. Et je sais que ça fera ici plaisir à quelques-uns d'entre vous. C'est le paysage. On y est en plein. Et puis après, vous avez ces plaines de Castille, avec des bassins d'érosion, des bassins de comblement. Et vous voyez apparaître sur votre droite, pendant 8 jours, les monts Cantabriques qui sortent de la terre, tac, et puis qui deviennent une montagne. Et vous dites, ah ben ouais, mais vous avez mis 4 jours pour y arriver. Et cela a une dimension extraordinaire. Et puis vous avez à la fin du périple le massif galicien, qui est un massif ancien, comme les Ardennes. Je vais vous raconter le début de la Seconde Guerre mondiale, pas la fin. Voilà un massif ancien qui a été cassé par toutes les orogénies, c'est la Galice, avec des parties qui sont restées en haut et des parties qui sont restées en bas. Comme c'est un massif ancien, je fais des croix pour montrer que c'est plutôt des granites. Voilà.
Et la Galice, c'est ça. Ça s'appelle du modelé en creux. Dans les Ardennes, la Meuse circule en modelé en creux. En 1940, l'état-major français avait dit « On ne défend pas trop les Ardennes, modelé en creux, les Boches passeront jamais. » Une guerre de retard, les Boches en question avaient des chars, avaient des chéniettes qui montaient même ces pentes. Et ce modelé en creux, vous le retrouvez en Galice, sauf que vous êtes marcheur. Donc vous marchez plat, sur du granit, vous avez sous le pied quartz, silice, on dirait qu'il y a de l'or. Et puis hop, ça descend, et après vous remontez. Et j'ai même un pèlerin qui a dit, mais ça c'est voulu par Dieu. Il a fait ses raidillons, alors ils appelaient ça quebranta piernas, casse-jambes, pour nous éprouver et savoir si nous allons y arriver. Ouais, t'as raison, on discute pas. Mais voilà, et ça, vous le vivez d'une façon extraordinaire. Et puis dans ces modelés en creux, vous avez les arbres, puis dans tous les paysages, les arbres qui, toujours espace tellurique, qui plongent. Et puis vous avez les nuages, le ciel, les cieux de Castille qui sont à couper au couteau, comme ceux de Bigorre actuellement, hein, puisqu'on a une période de sécheresse. Et puis quand vous arrivez en Galice, vous avez les nuages. C'est un frisottis que vous voyez à l'horizon vers l'ouest. Vous dites, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est du couillard? Mais non, c'est l'Atlantique qui est là, qui arrive, à mesure que l'herbe devient verte, que disparaissent les oliviers et les amandiers, et qu'apparaissent les premiers châtaigniers. Et tout ça, toc, 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 à 3,2 km à l'heure. Inutile de vous dire que j'ai tout mis sur des petits carnets, hein. Et que j'ai fait des dessins, mais comme un fou tous les soirs. Je me suis régalé. Voilà. Vous avez l'espace aquatique. Là, je suis sur Dardenne encore. La moindre flaque d'eau vous reflète le ciel. La fois où il n'y a plus, on avait deux chemins. Le chemin avec les flaques d'eau, et puis le ciel du chemin qui se reflétait dans les flaques d'eau. Voilà. Donc, avec des épisodes des extraordinaires. Et puis il y a l'espace aérien. Très peu d'oiseaux, parce que c'est l'agriculture chimique qui crève toute la vie faune, mais beaucoup d'avions, dont celui de Jacques Balaguer, qui est rentré à Paris en passant par Barcelone et en passant par Francfort. Voilà. Donc, sur le chemin, je regarde l'heure, on a jusqu'à quelle heure? Ouais, ça va. I am in the temps. On a à la fois la matérialité et l'immatérialité. Je vous l'ai dit que j'ai perdu beaucoup de poids en 6 semaines. J'y pense souvent quand je vois la pub à la télé, là vous savez, avant la météo. Comme j'aime. Alors, vous voyez des gros qui deviennent maigres. Mais ils vont faire le chemin de Saint-Jacques et il n'y a pas de problème. Hein. Seulement, je ne sais pas s'ils aimeront beaucoup. Voilà. Le chemin, je vous l'ai dit, je me répète un peu, parce que vous ne l'avez pas noté parce que vous m'écoutez, mais j'ai tout mélangé dans ce cours en vérité, bon, n'importe quoi. Je passerai le CAPES pratique, là je prendrai 6, et encore. Donc, le chemin plonge dans une géographie mythique. On est dans un inconscient de l'espace. Comme l'a décrit Carl Gustav Jung dans son bouquin que j'ai cité en bibliographie et dont je me suis beaucoup inspiré, non seulement sur le chemin, mais dans tous mes écrits. Si pour beaucoup de pèlerins catholiques, le chemin de croix, le chemin de Saint-Jacques peut devenir un chemin de croix, j'ai vu un monsieur faire un chemin avec des cannes anglaises. Et alors, quand on sur le chemin, on ne s'attend pas. On ne s'attend pas. C'est pour ça qu'il vaut mieux être seul, sans quoi ça gale. Mais quand on se double, on se dit buen camino. Et je le double, et alors machinalement, je lui dis buen camino. Il me répond tu parles. Waouh, en français. Bon, j'ai pas engagé davantage de réflexion. Voilà.
Je vous ai parlé de la marche de nuit. Tout le monde part très de bonne heure le matin. En vérité, c'est très mécanique. Il y en a qui ont décidé de partir de bonne heure et en partant, ils réveillaient les autres. Voilà, donc ça commence par vos gueules bordel. Vous avez tous fait des refuges, hein. Et puis quand il y a trop de bruit, eh bien on se lève et on part avec les autres, avec la bonne sœur hospitalière qui est devant la porte. Aspagao, bon, parce que non, ben oui, il y a des resquilleurs. Il y a eu de la resquille sur le chemin pendant que j'étais, des gens qui se sont fait voler de la thune. Et on a vu débarquer la Guardia Civile. Et ils ont arrêté ces jeunes gens, c'était 2 Belges. Voilà, on les a vus partir. La Guardia Civile que vous voyez jamais, mais qui est là. Sauf à la fin. Un jour, j'arrive, il me restait 500 mètres, je vois la Guardia Civile, je leur dis... s'il vous plaît, cela vous embêterait, les molesterait, très poli, vous savez, de me conduire à l'hôtel qui est là à 500 mètres. Et le garde, si j'en prends un, il me faut une remorque. Bon. C'est dur. Voilà, sur cette marche. Et puis je terminerai en vous disant que le chemin est dorénavant, mais je l'ai déjà dit, institutionnalisé. Ça veut dire que il est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Il y a des institutions espagnoles et françaises qui gèrent le chemin. Il y a eu un colloque à Toulouse, je l'ai mis en bibliographie. Ressac et la fille là, ils sont 2. Un colloque au cours duquel j'ai communiqué, j'ai participé. Il y avait beaucoup de tours opérateurs, dont la Balaguer, dont je vous ai parlé. C'est un élément de son chiffre d'affaires. Alors, bien sûr, on va toujours se moquer de la Balaguer, Seigneur Balaguer, mais ça assure le gîte et le couvert pour ceux qui n'ont pas... Parce que j'avais le temps, moi. Enfin, sauf le colloque qu'il y avait. J'avais le temps, j'avais des immenses grandes vacances. J'avais pas à reprendre un avion pour être au boulot le surlendemain. Dans ce colloque, il y avait des administratifs, ce qu'on appelle des institutionnels, c'est-à-dire des préfets, des sous-préfets, espagnols, français. Il y avait des policiers, parce que et il y avait des religieux. Et à un moment donné, il y en a un qui a dit, mais écoutez là, vous êtes bien gentil de parler comme vous le faites, mais le chemin c'est nous, hein. C'est nous qui l'avons créé, qui l'avons inventé, qui le faisons vivre. Bon, vous êtes les bienvenus, hein, mais bon, voilà. Et c'est vrai que, il faut bien le dire, l'Église fait en sorte que le chemin ne soit pas une immense galerie marchande. C'est quand même un avantage. Moyennant quoi, je suis allé chercher mon passeport, ma crédentiale au sanctuaire de Lourdes, et ils me l'ont fait payer 20 balles. Mais je critique pas. Bon. Je regarde l'heure, je suis à peu près à l'heure. Il me faut faire maintenant la conclusion, où je vais ramasser ce que je vous ai dit et on va se répéter. Le chemin, c'est une géographie de couloirs. 4 mètres de large, 1000 km de long, des décors de part et d'autre qui s'ouvrent jusqu'à 90 km à droite, à gauche, devant et derrière. Quand vous êtes dans les monts de Léon, vous voyez à 90-100 km. 3 ou 4 jours de marche. Fabuleux. C'est aussi une géographie humaine, avec un groupe social en déplacement lent, et avec quelques acteurs sédentaires qui vivent de l'effet d'aubaine. Alors l'effet d'aubaine, c'est le passage du chemin. Et vous avez une guerre des flèches pour vous diriger le chemin vers le bistrot, absolument remarquable. C'est aussi une géographie de l'imaginaire.
avec une forte part d'inconscient de l'espace. Au total, et là je reprendrai le titre d'un géographe qui parlait du Chili et qui avait parlé pour la géographie du Chili de una geografia loca. Et le chemin, c'est une géographie folle qui sort beaucoup de tous les cadres universitaires, académiques que nous avons l'habitude de pratiquer, surtout dans nos enceintes universitaires. Au total, ce vécu ainsi fabriqué, qui est à la fois subjectif et objectif, j'espère vous l'avoir montré, réintègre le pèlerin dans un mythe du chemin que lui-même contribue à enrichir en rapportant et en écrivant sur le chemin. De mon côté, il ne se passe pas un jour sans que je parle, que je lise, que j'écrive sur ce périple très singulier et baigné d'enchantement. Voilà ce que j'avais à vous dire et je vous remercie. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.